y a deux types de manchots, ça c'est des empereurs, c'est les autres, mais en vrai les adélis sont vraiment beaucoup plus mignons. Donc voilà, donc cette espèce de rire un peu goguenard, de dire « Oh c'est de la science, c'est compliqué, on n'y comprend rien ». C'est-à-dire n'écoutez pas juste que la radio que vous aimez, France Culture. Vous écoutez... Alors, nous avons donc deux conceptions distinctes de notre belle planète Terre. Une map monde avec une projection de Mercator et une représentation de la Terre plate. Que vous dire sur la Terre plate? Ah si, il y a quelque chose qui m'amuse toujours, c'est un petit comic strip qui montre qu'il a fallu que Newton pense la gravitation, qu'une pomme lui tombe sur la tête, qu'Einstein fasse la relativité générale pour qu'on puisse envoyer des fusées et des satellites en orbite autour de la Terre pour que John, derrière son ordinateur, dise « Haha, la Terre est plate ». Il faudrait savoir, ce serait intéressant d'ailleurs de savoir si les platistes sont des gens qui sont absolument convaincus qu'il est démontrable que la Terre est plate, ou si c'est juste une façon de s'opposer à une connaissance majoritaire qui est vécue comme une forme d'oppression du pouvoir, de pensée unique, etc. Ce qui est beaucoup dans le fantasme des conspirationnismes. Alors, qu'y a-t-il ici? Ici, on a une très jolie modèle de la Station Spatiale Internationale en Lego. On a notre camarade Thomas Pesquet, donc astronaute français qui a été sélectionné pour d'ailleurs retourner sur la Lune. Il va avoir la chance et ce sera le premier Français depuis Tintin qu'on envoie sur la Lune. Ce qui est aussi intéressant avec Thomas Pesquet, c'est que l'espace, la recherche a besoin de visages et a besoin d'ambassadeurs. Thomas Pesquet, c'est une figure populaire, tout le monde peu ou prou sait qui il est. C'est bien que Thomas Pesquet fasse la une d'un journal comme Society, parce que c'est une figure grand public. C'est extrêmement important que les médias se saisissent de ces figures-là, parce que c'est grâce à ces ambassadeurs et à ces ambassadrices qu'on peut transmettre l'intérêt, le goût des sciences et susciter des vocations. Alors ça, vous parlez à mon cœur directement, ça c'est mes chouchous. Ce sont des manchots adélis. Qui vivent sur le continent antarctique et qui vivent notamment, il y a une immense colonie qui vit dans la station polaire du Mont d'Urville, qui est la station de recherche polaire française. Vraiment, il y a deux types de manchots, ça c'est des empereurs, c'est les autres. C'est les stars du cinéma, mais en vrai les adélis sont vraiment beaucoup plus mignons. Moi quand j'y suis allé, puisque je suis parti pour faire tourner un documentaire pour France Culture qui s'appelle Un été en Antarctique, j'ai eu la chance de partir un mois pour faire une rotation, c'est-à-dire pour aller sur la base du Mont d'Urville, pour accompagner les hivernants, c'est-à-dire la vingtaine de personnes qui soient des jeunes chercheurs ou des personnels techniques qui allaient passer l'année entière en hivernage, c'est-à-dire vraiment pour faire tenir et pour faire vivre la station polaire en autonomie complète, hein, puisque pendant 9 mois, il est impossible de les rapatrier. Ils sont complètement coupés du monde, ils doivent vivre, subvenir à leurs besoins et survivre dans un environnement quand même globalement hostile. Ça a été, je pense, certainement l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle expérience professionnelle de ma vie. On parlait tout à l'heure de ces photos de la Terre qui nous rappelle que cette terre, c'est la nôtre, que c'est notre bien commun, qu'on n'en a qu'une et qu'il faut la préserver. Voilà, l'être humain, même dans des endroits inaccessibles, finit par répandre sa trace nocive. Je ne pense pas, malheureusement, que le journalisme scientifique aura la même place que le journalisme politique ou le journalisme de société un jour, parce que je pense que les implications ne sont pas les mêmes. Non, ce qui est intéressant et ce qui s'est passé d'important pendant la pandémie de Covid, c'est qu'on s'est rendu compte en revanche qu'on avait un vrai déficit en journalisme scientifique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas seulement un déficit en presse scientifique, parce que à part la mésaventure regrettable qui est arrivée à Science et Vie, qui est un journal de référence qui a été racheté par Reworld Media pour le vider de ses journalistes et pour en faire un pur support de content
sans rédaction à proprement parler, donc ça c'est évidemment regrettable, mais pour le reste, entre pour la science, la recherche, les anciens de Sciences et Vie qui ont fondé Epsilon, il y a du monde, Science et Avenir évidemment, donc la presse magazine Science se porte bien, mais on s'est rendu compte, et c'est peut-être même le point le plus douloureux, qu'il y avait un grand déficit de culture scientifique chez les journalistes d'Infogénie. Et si on avait eu une semaine, même une demi-semaine de formation aux grands enjeux scientifiques, aux grandes questions scientifiques pour les étudiants d'école de journalisme depuis 10, 15 ou 20 ans, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que lire une étude, quels sont les chercheurs, comment interviewer un scientifique, des choses vraiment très très basiques. Mais si on avait eu ça, on n'aurait pas eu Didier Raoult, simplement. Si un jour on se met à réfléchir sur l'histoire de l'hydroxychloroquine, qui est quand même l'histoire la plus fantasque que j'ai entendue en médecine, c'est-à-dire un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à un tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire qu'on va mourir tous d'arythmie cardiaque parce qu'on prend ce truc. C'est le truc le plus fantasque que j'ai jamais vu. C'est intéressant que vous me montriez cet extrait d'interview de Didier Raoult par Apolline de Malherbe dans son bureau à l'IHU de Marseille, parce que déjà, il y a un problème. À quel moment, si ce monsieur ne veut pas se déplacer en plateau, tant pis pour lui, enfin, il devrait être normalement considéré comme n'importe quel autre intervenant. Donc déjà, concéder ça, c'est déjà une erreur journalistique majeure. Ensuite, dans l'extrait que vous diffusez, il dit mais c'est une idée fantasque de dire que l'hydroxychloroquine produit des arythmies cardiaques. Non. L'idée fantasque, c'est qu'à un moment donné, un médecin virologue puisse dire j'ai trouvé la molécule miracle. Ça n'existe pas. Et là où les médias sont tombés dans un piège, c'est que bien, les médias ont cherché des réponses rapides et donc ont donné un écho aux gens qui proposaient et qui avaient l'air de donner des solutions faciles et des solutions rapides. En science, je dis rien n'est facile et rien n'est rapide. Alors, il n'y a pas de ton particulier à adopter, différent ou distinct du ton que vous adopteriez pour traiter d'autres formes d'informations, politiques notamment ou économiques. Je donne souvent cet exemple qui a été un des écueils que l'on a rencontrés pendant la pandémie de Covid, c'est qu'on a vu ou entendu des journalistes annoncer des résultats scientifiques issus de communiqués de presse de laboratoire. Dans quel monde un communiqué de presse est une information qu'on ne vérifie pas? Et je vous parlais de quelque chose d'important tout à l'heure, c'est le niveau de la preuve. Si à un moment donné, vous trouvez une étude qui est signée par 2 personnes dans un laboratoire obscur, le niveau de preuve est très bas. Si vous commencez à avoir plusieurs études qui viennent de plusieurs pays, qui ont été faites à différentes époques, par des équipes qui n'ont pas communiqué entre elles et qui aboutissent au même résultat, là vous arrivez à un niveau de preuve très élevé. Ça s'appelle le consensus. Donc, définir ou être capable d'évaluer le niveau de preuve, le niveau de certitude d'une information, c'est la base du travail journalistique. Ce travail-là, il peut se faire en sciences exactement de la même façon que vous le feriez dans n'importe quelle autre discipline. Michel Chevalet, c'était formidable parce que pour les gens de ma génération, tout le monde se souvient, c'était un gag, on se moquait de lui parce qu'il faisait les fusées spatiales avec son stylo plume, etc. Mais néanmoins, il y avait encore des figures qui qui faisaient à des heures de grandes écoutes dans les médias audiovisuels de la vulgarisation. Je pense que la télé a notoirement déserté, le secteur scientifique. C'est pas vrai de la radio. La télé, pour une raison qu'il faudrait étudier plus en profondeur, c'est éloigné des sciences, puisque le dernier programme, mais qui a aussi beaucoup marqué les gens, hein, moi, plutôt de votre génération, moi, mes dernières et mes derniers stagiaires, et ce sont vraiment des bébés, c'est pas sorcier, qui a aussi suscité des vocations. Le problème, c'est cette émission, pour X ou Y raison, ne fonctionne plus. Et voilà, et c'est effectivement un peu dommageable parce que c'est partir de ce constat, selon moi, faux, qui est que la science, comme je vous le disais, c'est le réflexe, hein, on n'y comprend rien. Donc voilà, donc cette espèce de rire un peu goguenard, de dire « Oh, c'est de la science, c'est compliqué, on n'y comprend rien ». C'est stupide, c'est rétrograde, c'est imbécile et c'est faux.
Non, non, je pense qu'il n'y a pas de format roi. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas une émission quotidienne ou hebdomadaire de vulgarisation sur le service public qui fasse un peu référence. La science, ça marche très bien à la radio, que ce soit en plateau ou en documentaire, à la télé en documentaire, dans la presse écrite. Et puis on oublie quelque chose d'essentiel. YouTube. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les chaînes de vulgarisation YouTube ont pris le relais de l'absence de vulgarisation à la télévision et l'ont fait de manière remarquable. Je pensais récemment, par exemple, en physique, Science Click et une chaîne YouTube complètement délirante où Alessandro, en plus, qui vient de sortir un bouquin, fait toutes les animations lui-même, etc. C'est remarquable. David Loipre faisait un travail super. Tani Aloui, en biologie, fait un boulot remarquable. Enfin, vraiment. Donc ça veut dire que on peut faire de la vulgarisation scientifique par l'image et toucher un public hyper large et donc faire mentir tous les abrutis de décideurs télé qui pensent que c'est que de la niche et que ça intéresse personne, ou alors des adolescents boutonneux de 15 ans qui écoutent du hard rock, quoi. Lisez. Lisez les journaux, lisez les magazines, écoutez la radio, regardez la télé, informez-vous. Vraiment. Lisez et différentes sources. C'est-à-dire, n'écoutez pas juste que la radio que vous aimez, France Culture. Vous écoutez... Je vous assure, quand on commence à aimer la science, c'est une drogue dure, c'est génial la science. C'est... enfin, vraiment, c'est génial de travailler sur la connaissance humaine. Oula. C'est la tête de mon mec. Ah, c'est le monde du... Ah, c'est génial. C'est marrant parce que j'y réfléchissais. Ah, c'est le monde du 26 février 76 de ma date de naissance. C'est marrant parce qu'il y avait le Figaro là-bas. Je me disais, tiens, c'est marrant, j'aimerais bien voir la gueule du Figaro du 26 février 76. Et le congrès de Moscou. Très bien. Putain, c'est génial. C'est vrai ? Ah, mais c'est super, merci beaucoup. Ah, je suis trop content. Putain, c'est vrai que je suis né sous Giscard, quoi. Ça me rajeunit pas, hein. Ben, merci beaucoup, ça me fait très plaisir, c'est très cool.